Bonsoir et bienvenue sur Mediapart. Aujourd'hui, nous ne vous proposons pas un live classique, notre émission mensuelle qui s'appelle En direct de Mediapart. Non, ce soir, Mediapart a décidé en quelque sorte de donner les clés, de donner complètement les clés de la maison à un collectif qui, depuis 2 semaines, est en train de bouleverser la vie politique française. Ce collectif, il s'appelle Loi Travail Non Merci. Loi Travail Non Merci, c'est à l'origine un site créé en une nuit pour pointer les dangers du projet de réforme du Code du travail voulu par le gouvernement. Et puis, Loi Travail Non Merci, c'est surtout, je dirais, une pétition numérique lancée il y a 2 semaines sur la plateforme change.org et qui est en train de battre tous les records. Elle est en train, en ce moment même, probablement dans les minutes qui viennent, de franchir le cap du 1 million de signatures. 1 million de signatures, c'est la plus forte mobilisation jamais survenue sur le web. Et cette mobilisation, via cette pétition, s'accompagne de bien d'autres sur les réseaux sociaux. On a pu lire des appels à des manifestations le mercredi 9 mars, des appels à témoigner sur Twitter via le hashtag « On veut mieux que ça ». On a pu regarder des vidéos de youtubeurs qui se sont mobilisés et nous avons raconté tout cela dans un article que vous pouvez trouver, qui est en accès libre, sur la page d'accueil de notre site, avec d'ailleurs l'intégralité d'un dossier consacré spécialement à ce projet de réforme du Code de travail. Alors, très loin des partis, des confédérations syndicales et des rituels des négociations sociales, un rituel qui, du reste, cette fois-ci, ne s'est pas produit, c'est une mobilisation citoyenne complètement inédite qui a surgi sur Internet. Alors, Caroline Dehaas nous a appelés mercredi matin à Mediapart. Avec d'autres, elle a lancé cette pétition et elle nous a proposé d'accueillir leur événement, car c'est bien leur événement auquel vous allez assister ce soir, c'est-à-dire l'événement du passage du 1 million de signatures. Mediapart est un journal indépendant et c'est aussi un journal qui ambitionne, qui a envie d'être au carrefour de tous les grands débats publics et des nouvelles mobilisations de la société. C'est un journal qui veut être à l'écoute, qui est en prise sur la société, qui est aussi attentif à ses lecteurs. Et c'est pourquoi nous avons très vite accepté cette proposition. Alors nous ne sommes pas, nous, à Mediapart, des militants. Nous sommes tout bêtement des journalistes et notre fonction n'est pas de s'engager, elle est d'informer, d'expliquer, de révéler, de mettre en débat les éléments des différentes politiques publiques. Mais on a tout de même voulu donner une totale carte blanche durant 2 heures à ce collectif. Pourquoi ? Parce que nous sommes au cœur même de ce qui est aussi Mediapart, c'est-à-dire un journal complètement participatif, un journal où les citoyens ont en permanence porte ouverte et un journal où nous pensons le travail des journalistes et les initiatives de la société peuvent et doivent se croiser, se répondre, se faire écho. Alors, de notre côté, nous, journalistes, nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous pour le jeudi 10 mars, qui sera le lendemain de la journée de manifestation appelée sur tous les réseaux sociaux, journée du mercredi 9 mars. Et cette émission en direct de Mediapart, jeudi 10 mars, reviendra largement sur ce projet de réforme du Code du travail. Mais aujourd'hui, c'est place à l'événement du jour, qui est cette pétition qui passe le cap du 1 million de signatures. Vous pouvez la commenter sur Twitter sur le hashtag 1 million de non merci. Et donc, je passe la parole tout de suite à Caroline Dehaas et à Karl Stockel, qui tous les deux vont animer ces 2 heures d'événement. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous accueillir ici dans les locaux de Mediapart, en direct pour cette soirée live dédiée à la mobilisation contre le projet de loi du gouvernement El Khomri, le projet de loi El Khomri sur le travail. Donc tout au long de cette soirée, nous allons en discuter et en débattre. Un grand merci d'abord à toute l'équipe de rédaction de Mediapart, évidemment à l'équipe technique et informatique, mais aussi à 5e étage production qui rend possible ce direct qui a été préparé rapidement comme cela a été dit. Donc toute cette soirée sera animée par Caroline Dehaas, militante féministe, et moi-même, Karl Stockel, je suis militant syndical.
Et nous faisons partie du collectif qui a lancé cette pétition sur Internet, sur le site Internet loitravail.lol, qui doit s'afficher normalement sur votre écran. Et je laisse la parole à Caroline. Merci Karl. Bonsoir à toutes et tous. Alors cette pétition, on l'a lancée un peu de manière épidermique en fait, quand on a découvert le projet de loi dans le Parisien, il y a maintenant 15 jours. On a en fait découvert un projet de loi qui remettait complètement en cause à la fois notre sens de la démocratie et puis qui remettait en cause un peu notre dignité de salarié. Pourquoi je parle de démocratie? Parce que la plupart des personnes qui ont constitué le collectif qui a lancé cette pétition, on a voté pour François Hollande en 2012. Soit on a voté pour François Hollande, soit on a voté contre Nicolas Sarkozy. Et le fait que quelques années après, on se retrouve avec un gouvernement qu'on a participé à mettre en place qui va en fait proposer une loi que même Nicolas Sarkozy n'aurait pas imaginé mettre en place, il y a là quelque chose qui nous interpelle profondément du point de vue du fonctionnement de nos institutions et du fonctionnement de la démocratie. Et puis on s'est aussi senti insulté en tant que salarié, parce que quand on regarde le projet de loi et qu'on découvre qu'il y a quand même, dans un endroit sans doute bizarre, des gens qui ont imaginé qu'on allait pouvoir fractionner le temps de repos, qui est pourtant garanti par les droits européens, qu'il y a des gens qui ont imaginé qu'il fallait faire travailler plus des apprentis mineurs, qu'il y a des gens qui ont imaginé qu'il fallait supprimer la visite médicale obligatoire à l'embauche, qu'il fallait moins payer les heures supplémentaires. On s'est dit soit ces gens sont totalement déconnectés du travail, soit ce sont des robots inhumains, soit les deux, peu importe. Mais en tout cas, ils nous proposent un projet de loi qui atteint notre dignité de travailleurs et de travailleuses. Et donc c'est pour ça qu'on a lancé cette pétition. On a aussi lancé cette pétition en voulant rappeler que jamais, au grand jamais, on peut croire un seul instant, enfin il me semble que c'est à peu près du niveau CP quand même, de comprendre que ce n'est pas en créant, en licenciant plus facilement qu'on va créer de l'emploi. Alors depuis quelques jours, là, on nous répète à tour de bras que ce projet de loi va permettre de créer des emplois. Or, à chaque page de ce projet de loi, c'est soit plus de précarité, soit plus de facilité pour licencier. Donc on ne voit pas bien le rapport, on ne voit pas bien comment est-ce que ça va permettre de lutter contre le chômage. Donc lancer une pétition, c'était évidemment un défi pour faire connaître déjà ce projet de loi, le décrypter. Mais cette pétition qui permet justement à chacun de se retrouver dans ce projet de loi, de s'approprier le débat et de voir en quoi ce projet de loi nous concerne tous, nous les salariés, dans nos relations de travail, n'est pas le seul élément, c'est un élément parmi plein d'autres moyens de mobilisation qui sont assez impressionnants, une mobilisation citoyenne, les youtubeurs notamment, avec le mouvement « On vaut mieux que ça », la page Facebook et puis des personnalités également qui sont engagées, des syndicalistes évidemment qui ont décrypté dans les premières heures le projet de loi qui était révélé par le Parisien, des universitaires, des avocats en droit du travail et en droit social. C'est finalement un ensemble d'éléments qui se sont agrégés pour créer cette dynamique assez impressionnante, cette dynamique citoyenne qui nous rapproche aujourd'hui du million de signatures autour de cette pétition, qui est un élément parmi d'autres dans une mobilisation beaucoup plus vaste. Ouais, on s'est un peu tous fait déborder, quoi. Toutes et tous, on a été débordés par l'ampleur de la mobilisation et c'est quand même une sacrée bonne nouvelle puisque un mouvement qui commence et qui, au bout de 2 ou 3 jours, se fait déborder par l'ampleur de la mobilisation citoyenne sur les réseaux sociaux et sans doute bientôt dans la rue, on en reparlera dans la soirée à l'occasion de la mobilisation du 9 mars, c'est une super nouvelle. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un tour peut-être du côté du compteur pour voir à combien nous en sommes, parce que on s'est dit qu'il n'y avait pas de raison qu'on ne fasse pas comme dans les super soirées électorales et qu'on n'ait pas nous aussi notre super coin web qui en direct va suivre l'évolution de la pétition. C'est Grégoire David et Adrien Jantet qui vont toute la soirée suivre cette mobilisation en ligne. Vous allez pouvoir retrouver sur la page Facebook de la mobilisation tous les éléments dont on va parler. Si on parle d'une vidéo, si on parle d'un site internet, on les postera sur la page Facebook. Donc n'hésitez pas évidemment à les partager aussi autour de vous avec les internautes. Alors Adrien et Grégoire, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on en est ? Bonsoir. Donc moi c'est Adrien Jantet, c'est moi qui vais vous tenir au courant un petit peu du compteur. Actuellement on est à 998 438 signatures, donc très très proche du million. Pour vous faire un petit rappel, cette pétition on l'a lancée il y a seulement 2 semaines. C'était le 17 mars, un vendredi à 14h. En 24 heures on a eu 53 000 signatures et puis surtout le lendemain, avec la colère et la mobilisation qu'a créé cette pétition, on a battu le record de France en termes de signatures, 120 000 en 24 heures. Alors pour nous suivre ce soir, la première adresse à retenir c'est loitravail.lol, qui est le site internet qu'on a lancé. Vous trouverez un argumentaire et les principales mesures du projet de loi avec les dangers qu'on y ressent.
Ensuite, vous pourrez réagir sur les réseaux sociaux, d'abord sur Twitter avec le hashtag Loi Travail non merci. Ensuite, sur Facebook, sur la page Facebook qu'on a créée qui s'appelle aussi Loi Travail non merci. Et enfin, sur le site de Mediapart, vous avez le direct vidéo et vous pouvez réagir dans les commentaires. Voilà, on peut revenir au direct et on attend les 1 million. Merci à tous les deux. Merci Grégoire, merci Adrien. N'hésitez pas à commenter d'ailleurs tout au long de la soirée les débats avec le hashtag Loi Travail non merci qui est affiché derrière, normalement il est assez visible. Alors comme on vous l'a dit tout au long de la soirée, nous recevrons des avocates, des avocats, des syndicalistes engagés dans les entreprises, dans les organisations syndicales, des économistes également, et nous parlerons des différentes initiatives qui existent autour de cette loi sur le travail. Alors, un des premiers sujets, c'est la question des 35 heures, puisqu'on dit que cette loi, c'est la fin des 35 heures. Mais la ministre du Travail, Myriam El Khomri, rappelle régulièrement que dans le préambule de cette loi, la durée légale du travail est maintenue dans la loi. Alors, pour en parler justement de ce sujet des 35 heures, on est avec Alexandra Soumer. Bonsoir Alexandra Soumer. Vous êtes avocate en droit social et en droit du travail. Alors, en quoi les 35 heures sont-elles remises en cause? Est-ce qu'elles existent encore, comme le dit le gouvernement? Cette loi bouleverse totalement la législation sur la durée du travail et sur la 35 heures à tous les niveaux. Premier niveau, bien entendu, c'est la rémunération des heures supplémentaires qui va pouvoir passer de 25% à 10% en violation des dispositions des conventions collectives. Donc il faudra aussi que le gouvernement explique en quoi ça peut favoriser l'embauche, de favoriser les heures supplémentaires en diminuant le coût. Deuxièmement, ça aussi accélère le rythme de travail puisque l'employeur pourra de façon unilatérale prévoir des périodes de 4 mois dans lesquelles les heures supplémentaires ne seront pas payées, avec des périodes de surcharge de travail compensées par des périodes basses, ce qui signifie que ça va bouleverser la vie familiale des salariés. Ça va aussi entraîner une augmentation de la charge de travail, puisque vous savez qu'aujourd'hui, il y a des conventions de forfait jour qui s'appliquent à un salarié sur 8, dans lequel déjà les 35 heures ne s'appliquent plus en échange de jours de RTT et d'un salaire plus élevé. Et cette loi dérégule totalement les garanties qu'il y avait sur cette convention de forfait. Notamment, il y avait des salaires plus élevés qui étaient prévus par les conventions collectives et des durées du travail qui étaient contrôlées. La loi permet à l'employeur de les mettre en place sans convention collective. Elle permet aussi justement le fractionnement des jours de repos, notamment des 11 heures consécutives en matière de quotidienne, des 24 heures hebdomadaires. Ça veut dire que concrètement, les salariés n'ont plus un droit absolu au repos en fait, violation. C'est une sorte de Big Bang du temps de travail, quoi. Ah, ça remet tout en cause, que ça soit la rémunération, le rythme, la charge de travail. Ça permet notamment, par exemple, de ne pas payer des jours de congés payés, des jours de RTT pour des salariés qui auraient été surchargés de travail et qui ne les auraient pas pris. On peut dire que vraiment, elle dérégule totalement la durée du travail en faveur de l'employeur qui pourra décider de beaucoup de choses. On peut dire que c'est un peu le rêve du MEDEF qu'un gouvernement dit socialiste a transformé en réalité aujourd'hui. Merci beaucoup Alexandra Soumer pour ces informations. Maintenant, nous accueillons Jean-Luc Molins. Et avant de vous laisser la parole, vous pouvez signer la pétition sur le site loitravail.lol qui doit s'afficher normalement. Donc continuez à signer, on va dépasser la barre du million bientôt. Alors Jean-Luc Molins, merci. Vous êtes cadre à Orange et membre de l'UGICT CGT. Comment est-ce que ça va se traduire justement cette remise en cause du temps de travail légal dans les entreprises? Alors très concrètement, on va vers une aggravation des conditions de vie et de travail. On va vers une banalisation des heures supplémentaires, y compris des heures de travail dissimulées, puisque le forfait jour en fait c'est ça, c'est banaliser le fait qu'on travaille gratuitement. Et par rapport à ça, il y a besoin de voir comment on va pouvoir réagir syndicalement. Alors il y a des rendez-vous qui sont prévus, ça a été dit, il y a le 9 mars, il y a le 31 mars, mais il faudra, c'est clair, rassembler le plus large possible pour pouvoir faire vivre d'autres propositions. Je veux juste rappeler que nous avons adressé à la ministre des propositions très précises
concernant les questions de temps de travail et de santé au travail, notamment à l'ère du numérique, puisque tous les rapports le disent, l'automatisation va se traduire, des emplois notamment, va se traduire par beaucoup de suppression d'emplois ou de modifications très fortes au niveau du contenu des métiers. Et à partir de là, si on ne va pas vers une réduction du temps de travail massive, on va augmenter très clairement le chômage, pendant que d'autres peinent pour intégrer la vie professionnelle, que ce soit les jeunes, y compris les jeunes diplômés, qui sont souvent en galère et qui vont de contrat de travail précaire en contrat de travail précaire, les seniors dont les entreprises veulent se débarrasser très souvent et qui sont les premières victimes des ruptures conventionnelles, et puis les salariés d'une manière générale qui hésitent toujours à changer d'entreprise, vu qu'il y a toujours la crainte de se retrouver au chômage. Et vous parliez justement des nouveaux enjeux avec le numérique. Je crois que l'UGICT-CGT se bat pour un droit à la déconnexion, et on a entendu la ministre nous dire que le droit à la déconnexion était dans la loi. Alors, c'est un droit à la déconnexion factice, dans la mesure où il n'y a pas, comme on le souhaite, de négociation prévue pour mettre en place le droit à la déconnexion, vu qu'on reste sur des chartes d'intention. Est-ce que vous pouvez juste dire en un mot ce que c'est le droit à la déconnexion ? Le droit à la déconnexion, c'est permettre à un salarié de pouvoir véritablement déconnecter à la fois de manière physique, c'est-à-dire couper ses outils numériques, téléphone, ordinateur, etc., pour ne plus être en relation avec l'employeur, mais c'est aussi la déconnexion mentale, c'est-à-dire pouvoir avoir un temps de repos qui permet effectivement, et c'est pour ça qu'il ne faut pas fractionner les temps de repos, qui permet effectivement de pouvoir se ressourcer pour être plus opérationnel au niveau du travail et être en bon état sanitaire. Aujourd'hui, il y a des études qui montrent, comme celle de la revue britannique The Lancet, revue médicale scientifique, qui a fait une étude épidémiologique, que les risques pour la santé sont augmentés de manière très forte dès qu'on dépasse les 48 heures hebdomadaires. Le risque d'AVC, par exemple, c'est plus 27% de risque d'AVC pour un salarié qui dépasse les 48 heures hebdomadaires. Donc aller vers plus une augmentation de la durée du temps de travail, qu'elle soit masquée ou qu'elle soit réelle, de toute façon, c'est dangereux pour le salarié et c'est en plus empêcher d'autres personnes d'accéder à l'emploi. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de ce Big Bang sur le temps de travail. Alors, ce projet de loi, c'est aussi travailler plus et toujours plus. Travailler plus, on le sait en plus, enfin, ce qui peut laisser pantois quand on sait qu'il y a de nombreuses études qui ont montré que la réduction du temps de travail, le passage notamment aux 35 heures, avait permis d'augmenter le nombre d'emplois, et qu'on sait qu'il y a des pays nordiques, qu'on prend quand même souvent en exemple, qui, dans certaines zones géographiques, sont carrément passés aux 30 heures. Et que l'ensemble des entreprises, l'ensemble de la société, des collectivités locales, des citoyennes et des citoyens là-bas disent que c'est le pied. C'est le pied dans le travail, ça permet de produire plus en fait, parce qu'ils sont plus efficaces, et puis c'est le pied dans la vie. Alors, David van der Vlist, vous êtes avocat en droit social, vous avez d'ailleurs réalisé une excellente vidéo qui explique en 1 heure en détail l'intégralité du projet de loi, donc elle va être postée sur les réseaux sociaux. J'ai cru comprendre qu'il y avait une mesure qui vous avait fait particulièrement réagir. Oui, moi, une des mesures qui me fait le plus réagir, c'est comme ça le dynamitage des durées maximales du travail et des temps de repos avec un fractionnement. Ce sont des mesures qui sont essentielles puisqu'elles sont là pour protéger la santé des salariés et c'est ça qui est remis en cause. Alors sur les durées maximales, à l'heure actuelle, vous travaillez au maximum 48 heures par semaine et avec une autorisation de l'inspection du travail, dans certains cas particuliers, jusqu'à 60 heures par semaine. Mais pour limiter le nombre d'heures que les salariés font, actuellement, vous ne pouvez pas, sur 12 semaines consécutives, dépasser 44 heures. Ce que prévoit le projet, c'est de remettre ça complètement en cause en faisant que désormais, vous pouvez faire 44 heures sur 16 semaines et plus 12, donc sur 4 mois. Et vous pouvez même, s'il y a un accord d'entreprise, aller jusqu'à 46 heures sur 4 mois. Ça, peu importe votre situation personnelle, peu importe votre situation familiale. Et sur les temps de repos, actuellement, il y a 11 heures de repos consécutifs par jour qui sont garantis et par semaine, 35 heures de repos consécutifs pour qu'on puisse se ressourcer et protéger sa santé. Actuellement, cette règle, elle est remise en cause sur les forfaits qui concernent un salarié sur 8, comme ça a été dit. Et deuxièmement, sur la David, question... pour bien comprendre, ça veut dire qu'avec le projet de loi El Khomri, on pourra travailler la journée, rentrer chez soi pendant 5 heures,
retourner au travail ou travailler depuis chez soi sur son ordinateur et se reposer à nouveau 5 heures. Oui, c'est exactement ça. C'est le droit à la déconnexion façon El Khomri. Donc, vous avez vu commencer, vous rentrez chez vous avec votre ordinateur, vous remettez à bosser, puis après, vous fractionnez. Enfin, Avec les conséquences qu'on a vues sur la santé. C'est ça. Et le deuxième problème, c'est la destruction du temps de repos sur la question des astreintes. L'astreinte, c'est quand vous rentrez chez vous, à la fin de votre journée, vous êtes obligé d'être en mesure de répondre au téléphone pour intervenir dès que l'employeur le demande. Donc, je vais vous donner un exemple de ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passera demain. Aujourd'hui, vous terminez votre journée de travail à 20h. Vous rentrez chez vous, vous avez 1 heure de trajet, donc à 21h, vous êtes chez vous. Heureusement, vous avez des enfants en bas âge, donc ils sont déjà couchés, donc pas besoin de perdre du temps avec eux, vous n'avez pas besoin de les voir. Vous mangez en 1 heure, donc à 22h, vous vous couchez directement parce qu'il n'y a rien d'autre temps de faire. À 2h, le téléphone sonne. Allô, est-ce que vous pouvez intervenir? Vous partez intervenir. À 3h, vous êtes de retour chez vous. Et vous vous remettez à dormir. Et là, actuellement, dans l'état actuel du droit, vous avez le droit à 11 heures de repos consécutifs, donc vous reprenez le travail à 14 heures. Donc vous avez eu un peu le temps de dormir quand même. Avec le projet El Khomri, vous avez eu 1 heure d'intervention, donc vous rattrapez qu'1 heure de repos. Ce qui veut dire que vous reprenez le travail à 8 heures, donc vous vous réveillez à 6 heures, vous prenez votre douche et vous petit déjeunez pour partir à 7 heures, prendre vos transports et arriver à 8 heures. Donc vous aurez dormi au total dans cette nuit entre 22h et 2h et entre 3h et 6h. Et donc là, avec la nouvelle loi, on rattrapera uniquement le temps d'intervention en fait, sur l'astreinte. Juste le temps d'intervention. Donc bref, le 19e siècle, c'est maintenant. Merci beaucoup David Van der Wies. Donc, je vous encourage vraiment à aller voir cette vidéo qui explique très bien et de manière très pédagogique le projet de loi. Alors vous l'avez peut-être entendu hier sur France 2, Myriam El Khomri a expliqué sur le plateau de, je crois que c'était Télématin, que ce projet de loi était fait pour les jeunes. J'ai toujours été interpellée à quel point on se rappelait et on parlait de la jeunesse quand il y avait besoin de justifier des réformes en leur nom. Alors justement, Samia Mokhtar, vous êtes présidente de l'UNL, le principal syndicat lycéen. Est-ce que vous avez entendu cette interview et comment ça vous fait réagir, ce fameux projet de loi qu'on fait pour vous ? Alors j'avoue être un peu surprise par cette réaction parce qu'en effet ce n'est pas du tout la manière dont ce projet de loi a été pris et reçu par la jeunesse. Aujourd'hui, on est une génération qui est déjà précarisée. Dans nos études, quand on est forcé de travailler pour pouvoir simplement vivre. À la sortie de nos études également, quand nous n'avons pas la garantie d'avoir un emploi stable, quand il faut attendre 10 ans en enchaînant les CDD ou même maintenant les services civiques avant de trouver un emploi. Donc on se sent relativement trahi finalement par ce qui est proposé par le gouvernement. Parce que quand nous revenons sur la priorité jeunesse de ce gouvernement, aujourd'hui, nous sommes absolument déçus. Il y a une mesure dans le projet de loi qui interpelle beaucoup, qui est celle sur les apprentis mineurs. Donc le projet de loi, aujourd'hui, quand vous êtes apprenti mineur, vous avez le droit de travailler jusqu'à 35 heures par semaine et jusqu'à 8 heures par jour maximum. Parce que toutes les problématiques qu'on a dites sur la santé, on sait que pendant la jeunesse, ça peut préparer un avenir avec des problèmes de santé quand on travaille très jeune. C'est d'ailleurs pour ça que le travail des enfants est interdit dans de plus en plus de pays dans le monde, et heureusement. Alors, ça interpelle parce que ce projet de loi, il permet que les apprentis mineurs, donc qui ont moins de 18 ans, travaillent jusqu'à 40 heures par semaine et jusqu'à 10 heures par jour. Comment vous avez réagi à cette mesure ? Alors, effectivement, c'est une mesure qui nous a vachement interrogés, étant donné que l'on parle des apprentis, ce qui concerne donc directement les lycéens et les jeunes. Donc aujourd'hui, ce que nous propose le gouvernement, c'est effectivement d'augmenter le nombre d'heures. Or, en 2014, François Hollande annonçait une volonté de revaloriser l'apprentissage. Et moi, je m'interroge sur cette proposition, si c'est la réponse qu'il a à en donner. Aujourd'hui, augmenter le temps de travail, ce n'est pas permettre d'avoir une réussite, ce n'est pas garantir une formation de qualité. Effectivement, il faut s'interroger sur la question de l'apprentissage, c'est un vrai sujet, mais ce n'est pas en permettant à des mineurs apprentis d'être utilisés finalement un peu comme une main-d'œuvre peu contraignante que l'on leur garantira une vraie formation, puisqu'il s'agit bien de ça, d'une formation. Aujourd'hui, je m'interroge quand je vois que seulement 53% des inscrits en
en apprentissage obtiennent leur diplôme. Moi, je crois qu'il y a des choses à faire, mais ce n'est sûrement pas sur la question du temps de travail. Mais plutôt sur la qualité de la formation Sur qui la leur est qualité de donnée la et comment est-ce formation. qu'on les accompagne jusqu'à l'obtention du diplôme, quoi. Disons que ce qui est proposé aujourd'hui est totalement en décalage avec la réalité du terrain. Quand on est apprenti, la première interrogation, c'est comment est-ce que je fais pour trouver un employeur, garantir mon accès au transport, au logement, et effectivement aussi la question de la rémunération qui se pose. Alors, l'UNL appelle à la manifestation, je crois, aux manifestations le 9 mars. Donc, vous serez présente dans les manifestations et partout en France, des lycéens manifesteront. Effectivement, nous avons appelé avec le collectif où seront un tas d'organisations de jeunesse à mobiliser donc auprès de la société civile, auprès aussi des organisations syndicales le 9 mars, excusez-moi. Pas de problème. Donc oui, effectivement, nous sommes une génération qui est déçue, une génération qui a besoin de se faire entendre, et c'est bien pour ça que nous saurons prendre nos responsabilités et nous mobiliser dès le 9 mars. Rendez-vous le 9 mars. Alors, merci à tous les deux, merci beaucoup. Avant de continuer à décrypter la loi, je vous propose qu'on aille faire un tour du côté de Grégoire et Adrien pour savoir où est-ce qu'on en est au niveau des chiffres et sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça... Alors on se rapproche Tweet. là vraiment du million, puisqu'il ne manque plus que 748 signatures pour atteindre les 1 million. Donc on s'y attend à ce que ce soit le cas dans les prochaines minutes. Bien, on interrompra le direct et, pour vous signaler quand on aura dépassé le million. D'autant plus que vous signez au rythme de 1 signature par seconde, donc ça va très très vite. Alors, on voudrait profiter de cette intervention pour rappeler qu'on n'est pas les seuls à avoir fait une pétition sur la loi travail. Il y en a d'autres, notamment un internaute qui a lancé Loi travail, oui merci, et qui a quand même réussi à avoir 134 soutiens, c'est pas rien. Alors, heureusement pour lui, les Républicains et puis le MEDEF sont venus à sa rescousse, avec une seconde pétition lancée par Dominique Régnier et immédiatement signée par Pierre Gattaz et Laurence Parisot, qui à ce jour a recueilli 15 000 signatures. Alors, pour vous faire un peu une idée de comparaison à quel point il y a un engouement pour les deux pétitions, je vous ai fait un petit graphique avec des chiffres. Ça va plaire aux économistes qu'on a sur le plateau, puis aux économistes du MEDEF. Ce que vous voyez en rouge, c'est la loi travail non merci. On approche très vite le million. Et puis, si vous avez des bons yeux, en dessous, il y a les signataires de la loi travail oui merci. Alors, on attend qu'ils nous donnent la date de leur soirée pour le million de signatures. On a choisi un tweet à vous montrer là dans les dernières réactions ces derniers jours. C'est un tweet de l'AFP qui cite Thibault Langsade, qui est le vice-président du MEDEF. Et on retrouve en fait dans ce tweet deux arguments qui vous ont beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. D'abord, il y a l'idée qu'il y aurait énormément d'intoxications qui circulent sur ce projet, mais on n'a jamais de détails sur quelles seraient ces intoxications. Ensuite, sur un vocabulaire très étrange qui est utilisé, puisqu'il parle de cellules dormantes qui seraient activées contre ce projet de loi. Vous êtes très nombreux à avoir réagi là-dessus, à avoir lancé des hashtags, et on suit ça encore. On continue à suivre le hashtag loi travail non merci et à relayer au fur et à mesure les réactions. À très bientôt. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, cette mobilisation diverse, variée, plurielle, elle s'appuie notamment sur une plateforme qui s'appelle change.org. Alors, Benjamin Desgachons, merci. Vous êtes directeur de Change France. Merci d'être venu ce soir. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qu'est-ce que c'est Change ? Merci de m'avoir invité. Change.org, c'est aujourd'hui la première plateforme mondiale de pétition en ligne, avec plus de 135 millions d'utilisateurs dans le monde, dont 7 millions d'utilisateurs en France. Le principe est simple, c'est une plateforme ouverte sur laquelle chacun va pouvoir se mobiliser sur les causes qui lui tiennent à cœur. Et je vous remercie d'ailleurs d'avoir appelé qu'on est une plateforme neutre et ouverte, ce qui fait que vous avez une mobilisation contre la loi El Khomri, mais vous avez aussi des pétitions qui la soutiennent, comme celle de Dominique Régnier. On est vraiment un outil ouvert pour que chacun puisse s'exprimer, se mobiliser, accéder à des outils de mobilisation pour faire entendre sa voix. Alors, on nous dit souvent que en fait, si cette pétition, elle cartonne, c'est grâce à Change uniquement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Les pétitions qui fonctionnent sur Change.org, c'est grâce aux personnes qui les ont initiées. On a des histoires formidables tous les jours de mobilisation qui portent leurs fruits, comme récemment la grâce présidentielle accordée à Jacqueline Sauvage. Ça peut être aussi. C'était sur Change aussi, cette pétition ? Cette pétition avait été initiée par 3 personnes sur Change.org. On est un outil ouvert où chacun se saisit de la plateforme pour mettre en avant sa cause et obtenir des changements et pour venir aussi interpeller, dialoguer avec les décideurs politiques. Donc c'est vraiment une diversité de causes, une diversité de pétitions. En France, rien qu'en France, c'est 1000 nouvelles pétitions par mois qui sont créées sur tout type de causes.
Alors, vous avez jamais vu ça, une pétition aussi forte. Il y a un moment où vous nous avez dit, alors je ne savais pas trop si c'était pour nous flatter ou si c'était vrai, que c'était la pétition la plus virale dans le monde. Il y a évidemment des gens sur les réseaux sociaux qui sont allés prendre des captures d'écran de pétitions avec plus de signataires pour nous expliquer que ce n'était pas vrai. Quelques-uns, hein, quelques tristes cires. Ça veut dire quoi la pétition la plus virale ? En fait, ce qu'on a constaté sur les 2 dernières semaines, c'était que la pétition que tu as initiée, c'était la plus virale, c'est-à-dire la plus vue, la plus partagée au niveau de toutes les pétitions initiées sur la plateforme Change.org dans le monde. Il faut savoir qu'on est sur 680 000 pétitions actives en ce moment. Donc c'était celle qui était la plus partagée sur les réseaux sociaux. C'est aussi celle qui a battu pas mal de records en France, puisque c'est aujourd'hui la pétition la plus signée en France et celle qui a connu la progression la plus rapide. Alors, je ne sais pas si tu as regardé le journal télévisé de France 2 hier soir, mais il y a eu un reportage assez intéressant. On était super contents quand on a reçu un coup de téléphone de France 2, parce que pour la première fois en 10 jours, France 2 nous dit on va faire un reportage sur la pétition loi travail. Donc nous, on appelle tous les avocats, les juristes, on dit on va parler de fond, on va convaincre, on va pouvoir parler de la pétition. Pas du tout. France 2 ne voulait pas du tout faire un sujet sur le fond de la loi ou sur cette formidable mobilisation citoyenne qui, pour la première fois par Internet, réussissait notamment à faire juste reporter un projet de loi. C'est la première fois, je crois, dans l'histoire de France qu'une mobilisation en ligne réussit à faire bouger aussi fortement un gouvernement, même si on y reviendra. Hein, la bataille continue très fortement, mais au moins commencer à faire bouger des lignes. Pas du tout. C'est pas du tout ça qui intéressait France 2. Ce qui intéressait France 2, c'était le fait que cette pétition ne serait pas valable, que ces 1 million de signataires en fait seraient truqués. Et donc France 2 a essayé de faire des tests. Et voilà, moi ça m'intéresserait d'avoir ton retour sur ce reportage. Est-ce que cette pétition est bidon ? Alors France 2 a mené l'enquête avec une hypothèse au départ qui était que les signatures sur Change.org ne seraient pas fiables. Donc c'est une question de bonne foi. Pourquoi pas, menons l'enquête. Et ce qui est intéressant avec le reportage de France 2, c'est que l'hypothèse et la démonstration qui ont été menées a abouti finalement au résultat inverse. Et c'est le sujet qui le montre lui-même, puisque le sujet montre que l'équipe de France 2 a lancé une fausse pétition avec des fausses signatures. Et pendant le journal de 20h, cette même équipe a constaté que ces signatures frauduleuses avaient été retirées de cette fausse pétition. Donc c'était la meilleure démonstration possible de l'efficacité de nos systèmes. Nous, on prend ça très au sérieux. On a des équipes dédiées partout dans le monde. On est, comme toutes les plateformes web, on est sujet à des attaques. Et il faut savoir que les spammers, les fraudeurs, les personnes mal intentionnées, ça existe sur toutes les plateformes web. Donc nous, notre ambition, notre mission, c'est de se parer le plus possible contre ces attaques. Et nous, ce qu'on garantit, c'est qu'avec le sérieux et les moyens qu'on investit pour garantir ce service, on garantit que sur une moyenne de 24 à 48 heures, toute tentative frauduleuse est écartée, toute fausse signature est retirée. Et c'est ce qu'on a expliqué à l'équipe de France 2 et c'est ce qu'à mon avis, ce que leur sujet a démontré de manière très claire. Bon, par ailleurs, on peut les remercier parce que même s'ils n'ont pas voulu traiter le sujet de fond et qu'ils ont traité que le sujet sur l'angle pétition, contenu, enfin façon dont fonctionne la pétition, on a gagné, je crois, 10 000 signataires le temps du sujet. Donc on peut au final, cette bonne guerre, remercier France 2 et leur dire qu'on les accueillera avec plaisir pour faire un sujet de fond sur la pétition. Merci beaucoup Benjamin d'être venu. Et donc je rappelle à tout le monde que vous pouvez signer cette pétition. Vous accédez à la plateforme Change par le site loitravail.lol. Et juste pour terminer, parce que moi je suis vraiment ravie d'avoir lancé cette pétition sur Change, parce que c'est un outil viral très intéressant. Pour avoir lancé plusieurs fois des pétitions, et même parfois des pétitions sur Change qu'on fait un flop intégral, je peux vous dire qu'il y a un truc dont je suis absolument certaine, c'est que ce n'est pas les outils numériques uniquement qui font la réussite de cette pétition. La seule raison pour laquelle cette pétition cartonne, c'est en fait le projet de loi El Khomri, parce que quand vous le lisez, vous comprenez pourquoi il y a autant de monde qui s'est mobilisé pour demander son retrait. Merci beaucoup Benjamin d'avoir été avec nous ce soir. Merci Benjamin. On parle beaucoup des heures supplémentaires, ça fait partie des éléments de la pétition, les différents points qui sont abordés dans la pétition. Alors, quelles sont les dispositions qui concernent les heures supplémentaires ? Nous sommes avec Ludivine Denis. Bonsoir, merci d'être sur ce plateau. Vous êtes avocate en droit social. Alors, qu'est-ce qui change concernant les heures supplémentaires, leur rémunération ? Alors, on ne peut pas parler des heures supplémentaires sans parler de la modulation du temps de travail. Alors, la modulation du temps de travail, pour que ce soit clair pour tout le monde, c'est finalement un système qui permet à l'entreprise de faire varier les horaires de travail en alternant des périodes dites de basse activité et des périodes dites de haute activité. Alors, très concrètement, ce système, il a été mis en place pour permettre effectivement d'adapter le rythme de travail des salariés à la vie économique et à l'activité de l'entreprise. Et donc,
on pourrait penser qu'effectivement, ça concerne des entreprises pour qui la variation d'activité est une constante. Et pour autant, on s'aperçoit que ce système de modulation séduit d'autres entreprises. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, le principe de modulation a pour finalité, si je puis dire, de faire compenser, donc, comme je le disais, ces périodes de basse activité et de haute activité. Et par le jeu de cette compensation, eh bien, finalement, le but, in fine, est de ne pas dépasser la durée légale du travail et donc, par voie de conséquence, de ne pas être amené à payer des heures supplémentaires. Donc des heures payées moins. Donc on est payé moins. En tout cas, on n'est pas autorisé à faire des heures supplémentaires sur des périodes où en réalité il y a une véritable charge de travail, mais sous couvert de prétendue alternance, alors on autorise le salarié à travailler moins sur certaines périodes et à le faire travailler plus sur d'autres périodes. Alors la modulation, aujourd'hui, c'est quoi ? Eh bien, la modulation telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est deux systèmes. C'est soit on est en présence d'un accord collectif, soit c'est une décision unilatérale de l'employeur. En présence d'un accord collectif, eh bien, il va falloir mettre en place une période de modulation qui sera au plus supérieure à une semaine, bien évidemment, au minimum plutôt, et au plus égale à 1 an, soit 1607 heures par an. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on attend la fin de l'année, de savoir si le salarié a dépassé ces 1607 heures ou non, pour savoir si oui ou non il a effectué des heures supplémentaires. Ça, c'est la situation aujourd'hui. Ça, c'est la situation aujourd'hui, en présence d'un accord collectif. En dehors d'un accord collectif, eh bien, on est face à une décision unilatérale de l'employeur qui a la possibilité, très concrètement, de mettre en place une période de modulation alternant les périodes basse et haute activité sur 4 semaines maximum. Donc c'est très réduit. Quand il n'y a pas d'accord collectif, c'est très réduit. Et donc que change le projet de loi ? Alors le projet de loi, lui, vient rallonger ces périodes. C'est-à-dire qu'on distingue toujours, bien évidemment, la situation avec un accord collectif et la situation sans accord collectif. Alors, sans accord collectif, je viens de vous dire qu'actuellement, la période autorisée par l'employeur est de 4 semaines. Elle passerait à 16 semaines. Fois 4. C'est-à-dire exactement qu'on va multiplier par 4 la période sur laquelle on va permettre la modulation et voir si oui ou non le salarié a ou non effectué des heures supplémentaires. Ça veut dire concrètement que sur une période 4 fois plus longue, on autorise effectivement un salarié à faire ce dont on parlait mon confrère tout à l'heure, 44, 46, voire plus par semaine. Et avec accord collectif, et avec on passe accord collectif, eh bien, on n'est plus sur une période d'1 an maximal, mais sur une période de 3 ans. Concrètement, ça veut dire que non seulement un salarié peut être amené à faire des heures supplémentaires, 44, 46, etc., sur cette période de référence de modulation, mais c'est surtout qu'il peut dépasser le seuil de 1607 heures et qu'il va falloir pour lui attendre 3 ans pour faire ce fameux calcul des heures supplémentaires. Ça veut dire que vous pouvez faire des heures sup pendant 3 ans et être payé qu'à la fin des 3 ans ? Exactement. Et ça veut dire que vous pouvez faire des heures sup pendant 2 ans et que la 3e année, on vous fasse travailler beaucoup moins, de manière à ce qu'il n'y ait plus d'heures sup à la fin ? Par exemple. Attendez, on me dit dans l'oreillette qu'il y a une information. Adrien, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a le très grand plaisir de vous annoncer, en rafraîchissant la page, qu'on a enfin atteint le 1 million de signatures. Bravo ! Bravo, merci. Bravo à toutes et tous. 1 million de signatures, c'est encourageant. À 700 000... c'est pas encourageant, c'est super. C'est plus qu'encourageant, c'est une vraie victoire. Le gouvernement reportait la présentation du projet de loi en Conseil des ministres à 700 000. Ouais. Donc 1 million, on attend des réactions et puis surtout des mobilisations pour le 9 mars. On va en parler. Pour obtenir le retrait de ce projet de loi. Peut-être qu'on peut déjà en parler justement avec Marc Voto. Oui, parce que cette question de la modulation, c'est assez complexe. Enfin, ça paraît complexe. Est-ce que ça a des conséquences concrètes dans le travail des salariés ? Alors Marc Voto, je précise, vous êtes syndicaliste à la CGT dans une entreprise d'informatique. Tout à fait. Comment vous vivez, vous, aujourd'hui, nous, comment on vit ce que vient d'expliquer Maître. Donc aujourd'hui, comme chaque salarié, comme beaucoup de salariés avec qui je travaille, on est aux 35 heures. D'accord ?
35 heures par semaine, ce qui signifie que toute heure effectuée au-delà des 35 heures nous sont payées. Aujourd'hui, elles sont payées en heures sup. Tout à fait, en heures sup, et qu'elles étaient payées au cours du mois, c'est-à-dire le mois qui précédait les heures supplémentaires. Donc si vous faisiez 38 heures, vos 3 heures sup, elles étaient payées, 25% de plus d'ailleurs. Exactement. Ouais. C'était simple, voilà, il n'y avait pas de micmac, aujourd'hui tout le monde s'y retrouvait. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec le projet de loi El Khomri? Le principe de modulation, de modulation entre, et grosso modo, en fait, on n'est plus payé à la fin du mois. Aujourd'hui, le risque qui va se passer avec mes collègues, c'est qu'on sera payé à la fin des 3 ans. Aujourd'hui, quelles dérives ça peut donner? Les dérives, elles sont simples. Moi, mon patron, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, écoutez, moi j'ai respecté la loi jusqu'à présent, je vous payais, au-delà des 35 heures, je vous payais vos heures supplémentaires. Aujourd'hui, effectivement, s'il y a un accord d'entreprise qui rentre en vigueur, aujourd'hui, j'ai la possibilité de vous demander, effectivement, comme le disait le maître, de faire 44 heures, voire 46 heures, d'accord? Et je vous paierai les heures qui ont dépassé les 35 heures à la fin des 3 ans. Donc qu'est-ce qu'il peut faire? Aujourd'hui, comment ça se passait chez nous? Il faut savoir que pour les 90, à partir du moment où un salarié, aujourd'hui, chez nous, dépasse 90 heures d'heures sup dans l'année, il doit y avoir une information au comité d'entreprise. Aujourd'hui, ça ne sera plus le cas. Aujourd'hui, tout simplement, qu'est-ce que l'employeur va faire? Il va se dire, écoutez, je vais mettre un fichier Excel en place, d'accord? Monsieur X, on sait que sur un an, théoriquement, il faisait 1650 heures. Aujourd'hui, grâce à la modulation, je peux le forcer à faire 2068 heures dans l'année et j'aurais même pas besoin de lui payer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le faire travailler, je vais le presser comme un citron pendant 2 ans. La 3e année, comme je suis un bon patron, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, écoutez, c'est très simple, voilà, pendant 2 ans, vous êtes donné à 100%, on vous remercie. La 3e année, on va vous laisser vous reposer. Donc au lieu de faire 35 heures, regardez comment je suis un bon patron, je vais vous laisser faire 10 heures par semaine. Et au final, qu'est-ce qui se passera? Le salarié aura gâché sa vie pendant 2 ans. Sans rentrer dans les burn-out, je veux dire simplement les activités extrascolaires pour ses enfants, ses activités à lui, il n'aura rien fait pendant 2 ans. Il sera pressé. Et à la fin, la 3e année, effectivement, lui donnera 10 heures de travail par semaine. Les 2 ans qu'il a fait, il ne verra jamais ses heures supplémentaires. On fait péter tous les cadres en fait, qui permettaient de garantir, d'avoir des règles, des rythmes de vie à peu près normaux dans la semaine pour les salariés, quoi. C'est exactement ce qui va se passer et c'est le risque. Et voilà pourquoi, effectivement, on appelle au retrait du projet de loi, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, c'est juste pas possible. Merci Marc, merci beaucoup à tous les deux sur cette histoire de la modulation que vous avez bien illustrée et bien expliquée, parce que c'est vrai que c'est un des éléments d'ailleurs de ce projet de loi. Et c'est d'ailleurs là-dessus que joue un peu le gouvernement, c'est que ce projet de loi est très technique, quoi. Et donc d'ailleurs, ils passent à peu près leur temps à nous expliquer qu'on n'aurait rien compris. Bon. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a choisi de faire cette soirée en mobilisant des avocates, des avocats, des syndicalistes, pour expliquer à la fois juridiquement ce que contenait ce projet de loi, et puis très concrètement ce qui allait se passer dans le quotidien des salariés dans les entreprises. Alors merci beaucoup à tous les deux. Alors dans ce projet de loi, on trouve un terme